Bonjour à tous et vous êtes la bienvenue à cette autre opportunité de décrypter l'actualité internationale. Et pour cette circonstance, nous voudrions nous intéresser à un phénomène désormais coutumier dans les relations internationales au sein du continent africain, l'impuissance des institutions sous-régionales, pour ne pas dire de l'Organisation de l'Union africaine elle-même. Et nous voulons aborder la problématique de l'inertie des institutions. Pourquoi l'Afrique a-t-elle du mal à évoluer? Évidemment, si vous êtes nouveau à nous suivre, nous vous apprécions dans un premier temps, mais surtout nous sollicitons votre soutien. Et dans le monde du digital, ce soutien s'exprime par votre abonnement à notre page, le partage de nos contenus et surtout les commentaires. C'est cela qui représente la monnaie dans l'univers du digital. Et évidemment, nous sollicitons votre soutien de manière urgente. Le président de la Guinée-Bissau, dont le mandat a pris fin le 27 février dernier, a officiellement déclaré sa candidature pour un nouveau mandat. Je serai candidat, je le cite. Cela ne fait l'ombre d'aucun doute et je vais remporter les élections dès le premier tour. Fin de citation, a affirmé M. Embalo lors d'une allocution lundi soir. Pourtant, ce dernier avait précédemment exprimé son intention de ne pas solliciter un second mandat, évoquant les conseils de son épouse à cet égard. Cette annonce fait suite à une mission de médiation de la CEDEAO, qui a récemment dû écouter son intervention dans le pays. La délégation de la CEDEAO chargée de faciliter un dialogue politique en vue de résoudre un conflit électoral a dû quitter la Guinée-Bissau après que le président ait émis des menaces d'expulsion à son encontre. Cette mission déployée le mois dernier visait à établir un consensus politique concernant l'organisation des élections prévues cette année, notamment au sein de l'opposition et de l'appareil de l'ordre gouvernant. Vous voyez, l'Afrique dispose d'un foisonnement, une multitude d'organisations régionales, telles que la CEMAC, la CEDEAO, l'UMA, la CEEAC, la CEAC, pour ne nommer que quelques-unes. Cependant, l'efficacité de ces instances suscite encore des grandes interrogations. Et l'objectif de cette analyse est d'explorer les raisons sous-jacentes à cette incapacité à pouvoir cocher la case de leurs objectifs. Et la première explication réside dans la structure même des organisations internationales, leur configuration structurelle. Vous voyez, dans son discours à l'Académie royale de Belgique, l'ancien président de la Cour internationale de justice, M. Abdoul Kawi Ahmed Youssouf, a souligné qu'il existe deux approches principales pour établir des enceintes internationales. D'une part, le supranationalisme et d'autre part, l'internationalisme. Il ne s'agit pas d'une simple acrobatie sémantique, mais de concepts fondamentaux qui illustrent les divergences entre ces deux tendances. En ce qui concerne le supranationalisme, le principe essentiel est l'abnégation partielle de la souveraineté des États dans une dimension limitée mais significative, cruciale même si vous voulez. Et cette rénonciation à une partie de la souveraineté est déterminante pour comprendre la distinction entre le supranationalisme et le droit international. Le droit supranational se situe au-dessus des souverainetés nationales et implique la création de structures juridiques qui transcendent l'État par le transfert de compétences à des entités supranationales
dotés de leur propre mécanisme décisionnel. Ces instances opèrent indépendamment de leurs États fondateurs. Des exemples tels que l'Union européenne et la Commission de l'Union européenne, bien que minoritaire à l'échelle mondiale, illustrent ce modèle. Évidemment, il y a quasiment très peu, du moins de 5 enceintes internationales qui ont opté pour ce modèle, mais l'Union européenne est l'exemple emblématique. En revanche, et c'est à ce niveau-là que se situe le choix, l'orientation de la plupart, sinon l'ensemble des enceintes multilatérales africaines et des enceintes sous-régionales. Le droit international se situe au sein des souverainetés nationales, ne nécessitant pas l'abnégation de la souveraineté, mais la confirmant. Vous voyez, cette structuration est largement adoptée à travers le monde, y compris au sein de la CEDEAO, de l'Union africaine même, où les États membres conservent l'intégralité de leur souveraineté, ce qui engendre des divergences significatives et une certaine liberté d'adhérer aux dispositions de l'organisation. À l'inverse, vous voyez, le cadre technique même de l'Union européenne favorise une approche collégiale, comme en témoigne la gestion du conflit en Ukraine. Vous voyez, ils ne font que vanter la collégialité inébranlable de l'Union européenne. Sauf que c'est consubstantiel même à la mature, au paramétrage même de l'organisation et surtout du modèle technique qui fut choisi, principalement par M. Monnet, Jean Monnet, l'idéologue en chef de l'Union européenne, lors de la conception de cette enceinte. Et en revanche, avec nos enceintes, ici en Afrique régionale, et même l'enceinte continentale, c'est-à-dire l'Union africaine, la configuration elle-même prédispose même déjà à des grands malentendus, un grand monde de nuances, d'ambiguïté et de malentendus. C'est important de partir de cette perception parce qu'elle justifie et elle alimente en même temps l'ensemble des inefficacités qui s'ensuivent. C'est le modèle technique. Donc, cette structuration est largement adoptée à travers le monde, comme nous l'avons dit. Et il est évident que cette abnégation partielle de souveraineté pourrait expliquer pourquoi le continent européen, qui compte environ 50 États, ne voit que 27 d'entre eux devenir membres de l'Union européenne en tant qu'entité politique, sans oublier que la Grande-Bretagne, tout récemment, a officialisé sa sortie de cette union. Donc, pour les nations africaines, le panafricanisme et l'intégration régionale impliquent souvent un dilemme entre la création d'une entité continentale forte et la préservation de la souveraineté nationale, cette dernière prévalant généralement, selon l'Institut d'études de sécurité. L'Union africaine se distingue à cet égard de l'Union européenne, où des pouvoirs supranationaux contraignants sont exercés par des institutions telles que la Commission européenne et le Parlement européen. L'un des défis les plus complexes auxquels la CEDEAO, par exemple, est confrontée, alors qu'elle s'efforce de contrer la montée des coups d'État, c'est l'accusation d'hypocrisie ou alors d'un comportement de double standard ou simplement à géométrie variable. L'organisation exprime des condamnations fermes lorsque des militaires renversent des gouvernements civils, mais elle reste souvent silencieuse ou agit avec peu de vigueur face à des dirigeants civils élus qui orchestrent des coups d'État constitutionnels en modifiant ou en contournant les règles pour prolonger leur mandat, comme cela a été le cas en Guinée en 2020. Ce n'est pas un cas isolé.
l'année précédente, au Togo, le Togo a adopté des amendements constitutionnels permettant au président Faure Gnassingbé de briguer 2 mandats supplémentaires. Au Bénin, tous les partis d'opposition ont été exclus des élections législatives en 2021. 2 des principaux candidats à la présidence ont été arrêtés avant le scrutin, puis condamnés à de longues peines d'emprisonnement. Vous voyez, face à de telles manipulations et abus de la part des gouvernements civils, le protocole de la CEDEAO de 2021 sur la démocratie et la bonne gouvernance risque d'être perçu comme un ensemble de déclarations tout simplement dépourvues de substance, parce que la légitimité est un capital qui peut s'effriter et qui peut être l'objet de cabégie. Les hauts responsables politiques de l'Union reconnaissent de plus en plus que cette situation nuit à son influence morale, bien entendu, et à ses chances de mobiliser le soutien de l'opinion publique pour faire pression sur les auteurs de coups d'État afin qu'ils rétablissent la démocratie. Face à l'instabilité persistante et au sous-développement en Afrique, l'Union africaine semble souffrir des mêmes faiblesses systémiques que son ancêtre, c'est-à-dire l'Organisation de l'Unité africaine, l'OAU. L'un des problèmes majeurs de l'Organisation de l'Unité africaine était la réduction du secrétariat général, chargé des opérations quotidiennes à des fonctions essentiellement administratives. Vous voyez, incapable de mettre en œuvre les décisions de l'organisation, le secrétariat manquait des pouvoirs institutionnels ainsi que des ressources humaines, financières et matérielles nécessaires en raison du refus des États membres de lui accorder l'autonomie indispensable. Un exemple récent de cette problématique est le retard accumulé par certains pays dans l'adoption des recommandations visant à établir des sources de financement autonomes qui pourraient diminuer la dépendance de la Commission de l'Union africaine vis-à-vis des contributions des États et des dons des partenaires de développement. Pour finir, l'analyse des dynamiques politiques en Afrique, illustrée par la situation en Guinée-Bissau et les défis rencontrés par des organisations telles que la CEDEAO et l'Union africaine, met en lumière des problématiques structurelles profondes. La tension entre la préservation de la souveraineté nationale et la nécessité d'une intégration régionale efficace constitue un obstacle majeur à l'atteinte des objectifs de gouvernance et de stabilité. Les accusations d'hypocrisie et de double standard, ainsi que l'incapacité à imposer des réformes substantielles, affaiblissent profondément la crédibilité de ces institutions. Pour qu'elles puissent jouer un rôle significatif dans la promotion de la démocratie et du développement, un renforcement de leurs mécanismes décisionnels et un engagement plus ferme des États membres sont indispensables. La voie vers une Afrique unie et stable nécessite donc une redéfinition des priorités et des structures favorisant un équilibre entre souveraineté nationale et coopération régionale. Merci infiniment de nous avoir suivis dans cette analyse. Nous vous prions de vous abonner afin de bénéficier de davantage d'analyses objectives et pertinentes sur l'actualité internationale et de nous livrer vos commentaires à la section réservée aux commentaires. Une fois de plus, merci et à très bientôt.